Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Un débat pour faire mentir les sondages. Ce soir, les candidats à la primaire de la droite et du centre se retrouvent pour un nouveau rendez-vous télévisé. Nicolas Sarkozy devrait hausser le ton pour rattraper son retard face au favori Alain Juppé. Les réactions des soutiens au Sénat dans un instant. Inquiétude après la création d'un fichier recensant l'identité de 60 millions de Français. Les empreintes et les photos vont être regroupées dans une base de données unique. Le socialiste Gaëtan Gors dénonce l'usage qui pourra en être fait par le gouvernement. Vous l'entendrez dans cette édition. Et l'exécutif aura d'ailleurs à répondre à une interpellation des écologistes sur ce fichier lors de la séance de questions d'actualité que vous allez pouvoir suivre dans 15 minutes en direct sur notre antenne. Il sera aussi question de la tension qui reste forte entre François Hollande et Manuel Valls malgré le recadrage du chef de l'État hier. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, #Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rojek et Mickaël Zamès, en direct du Sénat, le multiplex politique et parlementaire, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, débat décisif ce soir entre les 7 candidats à la primaire. À l'approche du premier tour, la pression est montée d'un cran, notamment du côté de Nicolas Sarkozy qui entend bien remonter son avance sur Alain Juppé. Flora Sauvage. Face à des sondages favorables à Alain Juppé, Nicolas Sarkozy va devoir muscler son discours. Au menu des débats, après des questions d'actualité, l'Europe, l'éducation et la sécurité. À 17 jours du premier tour de la primaire de la droite et du centre, le maire de Bordeaux continue à faire la course en tête, conforté par le ralliement de Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Ce soir, salle Wagram à Paris, les 7 candidats en lice vont avoir 30 secondes de plus par rapport au premier débat pour répondre aux autres candidats. La confrontation s'annonce ainsi plus directe et moins institutionnelle. Alain Juppé va tenter de préserver son avance, tandis que Nicolas Sarkozy devrait poursuivre son offensive contre François Bayrou. Le président du MoDem et soutien affiché d'Alain Juppé est au cœur de la bataille à droite. Si le maire de Bordeaux compte sur les voix centristes pour gagner la primaire, l'ex-président veut croire que c'est le cœur de l'électorat républicain, hostile aux centristes, qui va se déplacer les 20 et 27 novembre. Loin derrière, les autres candidats espèrent marquer des points. Prochain rendez-vous, un 3e débat aura lieu le 17 novembre et un 4e débat est prévu dans l'entre-deux tours le 24 novembre. Et dans notre multiplex, direction à présent la salle des conférences où nous attend Mickaël Zamès avec votre première invitée. Mickaël, vous êtes avec Jacqueline Gouraud, sénatrice UDI-UC, également vice-présidente du MoDem, puisque ce soir, il sera également question de François Bayrou, nouvelle cible du camp sarkozyste. Il n'a jamais été autant question de François Bayrou. Jacqueline Gouraud, est-ce que ça vous dérange ou est-ce que ça vous arrange qu'on parle autant de François Bayrou? Ni l'un ni l'autre. Bon, il est vrai que je dirais la manière dont Nicolas Sarkozy sans arrêt attaque François Bayrou fait apparaître au devant de la scène, on le voit bien à travers tous les journaux, toute la presse, alors qu'il ne participe pas à la primaire, comme il l'a dit depuis très longtemps, mais l'insistance, je dirais, de Nicolas Sarkozy fait que François Bayrou se retrouve, je dirais, en première page des magazines. Vous avez entendu quand même hier 8 personnalités de droite, anciens ministres notamment, s'en prendre directement à François Bayrou, pas à titre personnel, disent-ils, à titre politique. Est-ce que ça ne vient pas un handicap pour Alain Juppé, la présence de François Bayrou dans son entourage? Je crois que tout ce qui est excessif ne passe pas, nuit au contraire, je crois, à la candidature de Nicolas Sarkozy. Et je trouve que l'attitude d'Alain Juppé qui est serein, d'ailleurs son entourage également, fait que l'agitation de Nicolas Sarkozy semble de plus en plus décalée, si je puis dire, par rapport à la primaire. On ne peut pas s'être battu pour l'organisation d'une primaire, pour qu'elle soit de la droite et du centre. Et Dieu sait s'ils ont insisté pour que ça soit de la droite et du centre. Et aujourd'hui, rejeter, je dirais, tout un électorat, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de François Bayrou, tout un électorat qui se sent visé par les déclarations de Nicolas Sarkozy, qui sont extrêmement désobligeantes et désagréables.
Désobligeante, désagréable. Que doit dire Alain Juppé ce soir? Parce qu'on imagine que pendant le débat, il va de nouveau être attaqué sur ce point. Que doit-il répondre, vous qui êtes du MoDem et proche de François Bayrou? Moi, je crois qu'il faut qu'il soit au-dessus de la mêlée. Et d'ailleurs, je pense qu'il le sera, parce que c'est son tempérament. C'est un homme d'État. Il ne peut pas descendre au niveau de cette polémique qui n'a aucun sens. Et quand vous parliez hier de la conférence de presse, il se trouve que je connais assez bien les 8 personnes qui étaient là. On est un peu ébobis d'entendre ce qu'ils disent quand on sait combien on a travaillé avec eux. Moi, en commençant par François Barouin, le président de l'association. Ça vous a choqué? Ah oui, ça m'a choqué. François Barouin est le président de l'Association des maires de France, qui est une association qui regroupe l'ensemble des maires de France. Je rappelle d'ailleurs qu'il a fait une liste avec tout le monde, y compris les socialistes, pour se faire élire à l'Association des maires de France. André Léniel, on ne peut pas le soupçonner d'être franchement... Madame Gouraud, ça veut dire que demain, après les primaires, vous pourriez toujours travailler avec lui, malgré tout ce qui a été dit? Écoutez, je pense qu'il faudrait qu'ils prennent le temps eux-mêmes de réfléchir à ce qu'ils disent, aux déviances, je dirais, politiques sur lesquelles ils se sont engagés, parce que s'ils veulent garder, c'est pas moi le sujet, c'est la crédibilité qu'ils peuvent avoir ou qu'ils peuvent ne plus avoir au niveau politique, dans leur entourage proche, à l'Association des maires de France, dans leur circonscription. Merci beaucoup, Jacqueline Gouraud, d'avoir témoigné en direct sur notre antenne. D'autres personnalités vont arriver pour nous parler de ce débat, bien sûr. Merci beaucoup, Mickaël, pour cette première réaction. Dans le reste de l'actualité, TES pour titre électronique sécurisé. Derrière ces 3 lettres, la création d'un gigantesque fichier regroupant potentiellement les données personnelles de 60 millions de Français. Officialisé par décret au journal officiel à la fin du mois d'octobre, il suscite de vives inquiétudes et des réserves pour les défenseurs des libertés. Sandra Serquera. Pour la première fois, un immense fichier informatique va regrouper des informations personnelles communes au passeport et aux cartes nationales d'identité. Couleur des yeux, taille, domicile, adresse mail et coordonnées téléphoniques, mais aussi empreintes digitales et photos numérisées de tous les Français de plus de 12 ans. Conservées pendant plus de 15 ans, ces données pourront être consultées par la police, la gendarmerie ou les services de renseignement et pourront faire l'objet de réquisitions judiciaires. À droite, on dénonce le fait que ce fichier biométrique soit créé par décret, sans débat public. Il est anormal que le Parlement n'ait pas été saisi de ce sujet compte tenu de son caractère exceptionnel. Contrairement à ce que vous indiquez, ce fichier a été validé par la CNIL qui a indiqué, je cite, qu'il était déterminé, explicite et légitime. La CNIL dit pourtant le contraire. Elle a émis des réserves sur la création de ce fichier, qui suscite de nombreuses craintes. À partir du moment où vous avez l'image numérisée des empreintes digitales, voire l'image numérisée de la photographie, vous pouvez par reconnaissance faciale, dans une manifestation, dans la rue, dans n'importe quel endroit, identifier la personne en vous rapprochant ensuite du fichier. Alors évidemment, ce n'est pas ce que ce fichier permet juridiquement, mais il va le permettre techniquement, c'est-à-dire il sera possible de le faire. À partir du moment où vous avez 2000 fonctionnaires qui pourront accéder à ce fichier, le risque existe soit d'un détournement par une initiative individuelle, soit politiquement plus tard, dans un contexte sécuritaire, d'un détournement qui serait justifié par un gouvernement qui dirait « mais puisque j'en ai la possibilité et que nous sommes en danger, pourquoi ne pas utiliser une telle facilité ?» Un tel fichier biométrique a déjà été proposé par la droite en 2011. À l'époque, plusieurs députés et sénateurs socialistes avaient saisi le Conseil constitutionnel pour faire censurer le projet de loi. Le retour du projet de loi Sapin 2 en nouvelle lecture au Sénat et toujours pas d'accord en vue sur la question de la protection des lanceurs d'alerte, comme nous l'explique Cécile Sixou. Un statut, des indemnités, une aide du défenseur des droits. La loi Sapin 2 veut mieux protéger les lanceurs d'alerte. Et pour éviter les délateurs, elle pose plusieurs conditions. Pour être considéré comme lanceur d'alerte, il faudra non seulement être désintéressé et de bonne foi, mais aussi dénoncer les délits en premier lieu à sa hiérarchie. La voie normale, évidemment, si on a quelque chose à dénoncer dans le fonctionnement de son entreprise, c'est de s'adresser à son entreprise elle-même. Mais évidemment, il existe une possibilité de sortir de ce canal et de s'adresser à des autorités qui sont les autorités publiques. Pour Marie-Christine Blandin, auteure d'une loi sur les lanceurs d'alerte en 2013, cette obligation est absurde.
Et Irène Frachon, quand elle s'est mise à dénoncer le médiateur, certains de ses collègues, y compris dans sa hiérarchie, lui ont dit « Madame, vous êtes déloyale vis-à-vis de nous ». C'est-à-dire que son alerte n'aurait pas été recevable. Donc on a l'impression d'une méconnaissance de Bercy des problèmes spécifiques de l'alerte sanitaire. Trouver l'équilibre entre la protection de ceux qui dénoncent des délits et celle des entreprises, ce texte vient en tout cas compléter l'arsenal législatif sur les lanceurs d'alerte. Entre 2007 et 2015, 6 lois ont été votées sur la question. C'est la mesure phare du projet de loi de finances qui sera débattue en séance au Sénat le 24 novembre prochain. La mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, un dispositif sur lequel le Sénat émet des réserves. Géraldine Bavoilo. Le principe est simple. Dès 2018, l'impôt sur le revenu sera déduit du salaire chaque mois. Cette opération sera réalisée par l'employeur selon le taux transmis par l'administration fiscale. Mais pour le sénateur Albéric de Montgolfier, le projet de loi est source de complexité. Qui connaît vos revenus, vos impôts? Uniquement l'administration fiscale. Là, l'entreprise aura un taux à appliquer, donc par définition, ce taux traduira votre situation familiale, traduira également vos revenus autres que salariaux notamment. Et donc, ça peut être un problème de confidentialité. Ça peut introduire des tensions entre les salariés qui gagnent le même salaire mais qui n'ont pas le même net dans la pratique, puisque le taux de prélèvement ne sera pas forcément le même. Ça peut introduire des revendications salariales. Ça peut, bon bref, il y a beaucoup de problèmes. Et pourquoi est-ce qu'on introduit l'entreprise dans un système qui aujourd'hui fonctionne bien? Dans son rapport, le sénateur préconise qu'au lieu de passer par la case entreprise, l'administration fiscale prélève directement le contribuable. Ce système éviterait ainsi que l'employeur ait connaissance de la situation familiale de ses employés. Du côté des sénateurs socialistes, on salue le projet du gouvernement. Je considère que c'est plutôt une bonne chose. C'est une organisation pratique et lorsque Bruno Parent est venu devant la commission, il a indiqué de manière très pratique la manière dont les choses allaient se faire, qui me paraît ne pas susciter autant d'inquiétude que l'a dit le rapporteur général. Maintenant, il est sans doute dans son rôle et dans la période de s'opposer. Lors de son passage au Sénat, les détracteurs du projet de prélèvement de l'impôt à la source avertissent qu'il compte bien revoir la copie. 4 jours après son élection à Berlin, Malou Dreyer, la nouvelle présidente du Bundesrat, était reçue ce matin par Gérard Larcher. L'occasion de réaffirmer l'importance de la coopération parlementaire entre les deux assemblées dans un contexte de crise européenne inédit. On écoute tout de suite le président du Sénat. On ne réussira pas l'un sans l'autre ou l'un contre l'autre. Donc autant aplanir les interrogations, les difficultés, et notamment pour la sortie du Royaume-Uni. Nous voulons une sortie, nous, qui soit rapide, mais qui soit en même temps une sortie dans la cordialité, reconstruite d'entente cordiale, mais j'allais dire en dehors de l'Union européenne. Ça veut dire que les 27 devront conserver le principe de libre circulation, mais que le système sera différent pour les Britanniques. Nous avons abordé tout ça, et je crois que cette relation elle est essentielle si nous voulons demain, en quelque sorte, refonder une Union européenne qui espère en l'avenir. Voilà pour cet entretien de Gérard Larcher. Il répondait aux questions de Marie Brémaud. En bref, 4 mosquées fermées en région parisienne, toutes situées à la fois dans les Yvelines, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Elles étaient dans le collimateur du ministère de l'Intérieur depuis plusieurs mois. Et puis, va-t-on vers un nouveau scandale des abattoirs après la diffusion d'une vidéo à Limoges? Écoutez ce qu'en dit la sénatrice Sylvie Goy-Chavent. Elle avait présidé une commission d'enquête sur les conditions d'abattage. Moi, j'ai proposé qu'il y ait une commission d'enquête pour vérifier justement ce qui se passe dans ces abattoirs. Il y a plein d'abattoirs qui travaillent très proprement avec le respect de l'animal. Bien sûr, c'est un passage de la vie à la mort et c'est jamais bien joli. On ne demande pas que les abattoirs ouvrent leurs portes aux écoles pour aller voir ce qui s'y passe, bien évidemment. Je crois qu'il faut accepter un jour de vérifier vraiment ce qui se passe dans les abattoirs pour justement sanctionner, voire fermer ceux qui ne travaillent pas proprement, et puis mettre en valeur ceux qui ont une chaîne éthique et qui respectent le mieux possible la vie de l'animal. À quelques jours du début de la COP22 à Marrakech, les ONG maintiennent la pression sur la ratification d'un accord, comme l'a expliqué Célia Gauthier, porte-parole du réseau Action Climat, au micro de Marie Brémaud.
Le deuxième grand enjeu de la COP22, c'est de négocier les règles concrètes de fonctionnement de l'accord de Paris. Pour l'instant, l'accord de Paris, c'est un texte, mais les règles ne sont pas précisées, notamment en matière de mesures, de transparence de sur ce que font les États. Pour que nous, société civile, ONG, citoyens, nous puissions savoir si nos États respectent leurs engagements pris à la COP21, nous devons avoir accès aux informations concernant leur action. Et on prend tout de suite la direction de la tribune de presse de l'hémicycle du Sénat où nous attend Saveria Rojek. Saveria, c'est imminent, le début des questions d'actualité avec un temps fort, l'interpellation de Pascal Allizard. Il va interpeller Manuel Valls sur ses relations avec François Hollande. Absolument, le sénateur Les Républicains Pascal Allizard qui va interpeller, vous venez de le dire, Manuel Valls sur la gouvernance au sein de la majorité après les échanges tendus de ces derniers jours entre Manuel Valls et le chef de l'État. Puis autre thème d'actualité, les manifestations de policiers avec une question du centriste Gérard Roche et du républicain François Grosdidier à Bernard Cazeneuve, alors que le mouvement des policiers se poursuit malgré les annonces du gouvernement. Et puis autre question, on en a parlé à l'instant, le fichier commun au passeport et aux pièces d'identité, un fichier créé par décret le week-end dernier. Il suscite de nombreuses interrogations et c'est l'écologiste Jean Desessard qui va également interpeller le Premier ministre sur la question. Puis j'entends à l'instant la cloche sonner, les questions d'actualité vont débuter. Merci beaucoup Saveria, on vous retrouvera après. Tout de suite donc direction l'hémicycle. Bonne séance, à tout à l'heure. Observez l'une des valeurs essentielles du Sénat, le respect des uns et des autres et l'écoute des uns et des autres, et de respecter son temps, notamment pour le dernier questionneur, à qui j'entends donner tout le temps nécessaire prévu par les textes. La parole est donc à notre collègue Guillaume Arnell pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole pour 2 minutes 30 maximum, TVA incluse. Juste à l'heure. Merci, Monsieur le Président. Les producteurs de rhum traditionnels et principalement ceux de la Guadeloupe, Martinique et Guyane bénéficient d'une fiscalité réduite pour le rhum exporté vers la France métropolitaine dans la limite d'un contingent de 120 000 hectolitres d'alcool pur, suivant une décision du Conseil en date du 25 février 2014. Cette décision, bien entendu, s'applique rétroactivement au 1er janvier 2012 et ce jusqu'au 31 décembre 2020. Cependant, ce contingent, en raison de la progression de la vente dont jouissent les rhums, a été atteint depuis fin 2015, alors qu'une révision à mi-parcours n'est prévue que pour juillet 2017. Ainsi, l'approvisionnement de la grande distribution risque de ne plus être assuré, ou alors le sera, mais sans bénéficier d'un taux d'assises réduit. Certes, des négociations ont été entreprises entre les autorités françaises et Bruxelles, mais celle-ci semble aujourd'hui être au point mort. Aussi, ma question est la suivante. Comment contraindre la Commission à revoir sa position et augmenter le quota en l'annexant au taux de progression des ventes? Et comment rassurer une profession qui fait des sacrifices et qui produit un rhum de qualité mondialement reconnu? Il mérite d'être sécurisé, les parts de marché préservées et les emplois sauvegardés. Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre des Outre-mer, Madame Erika Barret. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Guillaume Arnell. Le rhum fait partie des produits sur lesquels repose l'économie des régions ultrapériphériques. La filière Cannes-Rhum est un des principaux secteurs fournisseurs d'emplois en Outre-mer. Elle représente près de 40 000 emplois dans les DOM, dont 22 000 emplois directs. Je partage avec vous une volonté politique, celle de soutenir le développement de ce secteur. Et cela passe par le maintien de sa spécificité et son accès au marché national et européen. Des mesures peuvent en effet être prises pour les régions ultrapériphériques en raison de leur situation et caractéristiques structurelles. C'est d'ailleurs ce que j'ai réaffirmé lors du 21e conférence des RUP à Madère le 23 septembre dernier. La fiscalité réduite que vous évoquez permet ainsi de rétablir pour le rhum des DOM des conditions de marché plus équitables face à la concurrence des rhums extra-communautaires.
Le gouvernement est donc pleinement mobilisé pour porter auprès de la Commission européenne une demande d'augmentation du contingent fiscal annuel qui s'applique aux Roms des DOM mis à la consommation dans l'Hexagone. Nous avons présenté une démarche à Bruxelles, une demande à Bruxelles pour une augmentation du contingent de 120 000 à 144 000 hectolitres d'alcool pur, le quota actuel pouvant être légèrement dépassé en toute fin d'année. Ainsi, à mon initiative, une note des autorités françaises a été transmise à la Commission le 3 octobre 2016 et une rencontre interviendra très prochainement à Bruxelles sur ce sujet. Enfin, je rappellerai, comme vous l'avez fait, qu'une évaluation à mi-parcours de l'actuel dispositif devra intervenir en juillet 2017, qui pourra être l'occasion, monsieur le sénateur, de proposer des évolutions du dispositif. Vous pouvez donc compter sur ma détermination à défendre ce sujet très important pour les régions ultrapériphériques. Monsieur Ardel. Madame la ministre, je n'en doute pas, après avoir été reçu à l'occasion de votre nomination, vous m'avez fait part de votre détermination à défendre l'ensemble des régions d'outre-mer. Et je n'en doute pas un seul instant. J'en veux pour preuve, effectivement, que le gouvernement a pris la tâche de ce problème. Mais ce que j'ai voulu simplement signifier ici, c'est l'inquiétude légitime de nos producteurs vis-à-vis d'un marché en pleine expansion et au regard des sacrifices consentis par la profession pour justement produire un rhum de qualité. Aujourd'hui, le rhum de la Martinique est primé AOC et ne pas laisser cette part de progression de marché à des rhums des pays tiers qui sont de moindre qualité. Donc, simplement bousculer un petit peu la lenteur de Bruxelles pour rassurer nos producteurs. Merci, Madame la Ministre. Merci, mon cher collègue. La parole est maintenant au président Desessard pour le groupe écologiste. Merci, chers collègues. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, ma question se fait l'écho de fortes réserves des écologistes quant à l'instauration du fichier des titres électroniques sécurisés. Hier, lors des questions au gouvernement, le député Lionel Tardy s'inquiétait, à juste titre, de la création par décret, au milieu d'un week-end de 4 jours, d'un colossal fichier regroupant l'état civil et les données biométriques de plus de 60 millions de Français. Ce monstre, pour reprendre le terme de notre collègue Gaëtan Gors, membre de la CNIL, pose de nombreuses questions sur son utilisation, sur sa sécurisation et plus largement le respect des libertés individuelles. En guise de réponse, le ministre de l'Intérieur a cru bon de préciser que ce fichier était totalement validé par la CNIL, ce qui constitue un curieux résumé de l'avis de 5 pages de la CNIL mettant en avant un nombre considérable de réserves que le temps imparti ne me permet pas de lister ici. Ainsi, la présidente de la CNIL précise dans un entretien à l'AFP que, je cite, « La constitution d'un tel fichier nécessite un débat au Parlement. Il ne nous paraît pas concevable qu'un changement d'une telle ampleur puisse être introduit presque en catimini par un décret publié un dimanche de Toussaint. » Dans son avis, la CNIL regrette également l'absence d'études d'impact et demande une évaluation complémentaire du dispositif. Monsieur le Premier ministre, pour vous conformer à l'avis de la CNIL et par respect de la démocratie, allez-vous organiser le débat parlementaire que la constitution d'un tel fichier exige? Pour vous répondre, la parole est à monsieur le secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement, Jean-Marie Le Gouen. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jean Desessard, vous m'interrogez sur le titre électronique de sécurité qui consiste à réunir 2 fichiers d'ores et déjà existants, celui gérant les cartes d'identité, qui est obsolète, et celui qui gère les passeports, qui fonctionne bien. Je tiens tout simplement à dire qu'il s'agit là tout simplement d'un objet visant à faciliter et à sécuriser la délivrance de titres d'identité pour nos compatriotes, comme ils sont en droit évidemment de le voir, et de lutter contre l'usurpation des identités. Le décret qui a été publié la semaine dernière
vous l'avez peut-être pas suffisamment souligné, monsieur le sénateur, je me permets de le faire, qu'il interdit formellement tout usage d'identification biométrique. C'était explicite dans le décret. Et d'ailleurs, tous ces éléments d'indication biométrique, c'est-à-dire aussi bien les empreintes que les photographies, sont non seulement exclus au plan juridique, mais la construction technique de l'outil exclut systématiquement la possibilité. Il s'agit de bases de données qui sont séparées et d'algorithmes qui sont totalement différents, qui ne permettent pas techniquement l'introduction par le biais de cryptage d'éléments photographiques ou d'empreintes. De ce point de vue, ce décret a été soumis évidemment au Conseil d'État. Le Conseil d'État a rendu un avis positif et cet avis au Conseil d'État sera publié, monsieur le sénateur. Alors, je veux insister, et vous l'avez fait d'ailleurs évidemment, sur l'avis de la CNIL, et je pense qu'il est utile de citer l'intégralité de cet avis, de souligner qu'elle a reconnu que les finalités du fichier TES sont déterminées, explicites et légitimes, comme l'avait souhaité le Conseil constitutionnel en 2012, puisque vous savez, un décret précédent ayant un certain nombre de difficultés avait été annulé. Le choix donc de recourir au décret et non pas à la loi est conforme évidemment à la loi du 6 janvier 1978 sur informatique et liberté, et d'ailleurs approuvé également par le Conseil d'État. Certains ont fait remarquer, autre argumentation, qu'un autre gouvernement pourrait, s'il le souhaitait, modifier l'utilisation de ce fichier. Je répète encore une fois que ceci serait impossible au regard de la décision du Conseil constitutionnel et de la construction technique que j'ai citée. Voilà, monsieur le sénateur, qui sont des éléments précis, qui fait que je crois que vous avez toute sécurité concernant l'utilisation et l'existence de ce fichier. Monsieur le président Desessard. Oui, monsieur le ministre, quelle meilleure réponse que celle de l'actuel garde des Sceaux en date du 6 mars 2012 sur un projet similaire. Ce texte contient la création d'un fichier à la puissance jamais atteinte dans notre pays, puisqu'il va concerner la totalité de la population. Aucune autre démocratie n'a osé franchir le pas. Or, qui peut croire que les garanties juridiques que la majorité prétend donner seront infaillibles? Aucun système informatique n'est impénétrable. Toutes les bases de données peuvent être piratées. Ce n'est toujours qu'une question de temps. Nous considérons donc que l'existence de ce fichier sera une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée. Cette citation est tout à fait d'actualité et d'ailleurs encore visible sur le blog personnel du garde des Sceaux. Merci. La parole est à notre collègue Patrick Abat pour le groupe communiste, républicain et citoyen. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, les salariés d'ITélé ont entamé ce matin leur 19e jour de grève. Au cœur de leurs revendications, la question de l'indépendance des médias et pour seule réponse, le mépris de leur direction. Madame la ministre de la Culture a annoncé la semaine dernière que le CSA statuerait sur le respect par la direction d'ITélé de la convention d'éthique de la chaîne. Il nous faudra attendre ce soir vers 17 h pour connaître cette position. Ceci étant, lors de la discussion parlementaire sur la proposition de loi relative à l'indépendance des médias et au pluralisme, les propositions de notre groupe pour renforcer l'indépendance des médias et les conditions d'exercice du métier de journaliste ont certes suscité l'intérêt, mais n'ont pas été retenues. Inutile, nous expliquait-on. Le texte prévoit une charte d'éthique qui fera office de garde-fou sous le contrôle du CSA, qui n'en demandait pas tant. Cette grève d'ITélé, alors même qu'une convention d'éthique y a été signée et que le comité d'éthique et de pluralisme de la chaîne avait collectivement démissionné pour contester l'arrivée de Vivendi à sa tête, montre à quel point cela ne suffit pas. Je pose donc la question de la suite que le gouvernement donnera à cette affaire, liée à la décision du CSA, et d'une façon plus générale, des mesures qu'il entend prendre pour renforcer efficacement et réellement l'indépendance des médias. Merci. La parole est à Jean-Marie Le Guen, le secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Patrick Abaté, je vous prie d'excuser la ministre de la Culture et de la Communication qui m'a chargé de vous transmettre les éléments de réponse suivants. Vous l'avez souligné, depuis le 17 octobre, les équipes d'ITélé sont en grève pour protester contre les décisions prises par leur direction qu'elles jugent contraires à l'indépendance de leur rédaction, au respect des engagements de la chaîne vis-à-vis du CSA et au droit du travail.
Sur chacun de ces sujets, et encore la semaine dernière, le gouvernement est intervenu pour aider à ce qu'une issue soit trouvée à cette crise qui, vous l'avez souligné, fragilise le pluralisme de l'information. Comme vous le savez, nous avons renforcé l'indépendance des rédactions par rapport aux intérêts des annonceurs et des actionnaires. Nous devons ces garanties aux journalistes pour renforcer un droit fondamental de nos concitoyens. La loi sur l'indépendance et le pluralisme des médias entrera prochainement en vigueur. Elle imposera à iTélé, comme à chaque chaîne de télévision et de radio, à chaque journal, d'élaborer, de respecter une charte de déontologie négociée avec les journalistes. Par ailleurs, le CSA a été saisi par les salariés d'ITélé. Il doit donner sa réponse, je crois, cet après-midi. Eh bien, je ne peux évidemment pas présumer de ce qu'elle sera. Il a procédé, vous le savez, le CSA à l'instruction de ce dossier. En ce qui concerne les problèmes de droit du travail que pose ce conflit, les représentants du personnel ont actionné des voies de recours. Le tribunal de grande instance a été saisi en référé et il devrait rendre sa décision le 16 novembre prochain. Sur l'ensemble des questions sociales, les ministres de la Culture et les ministres du Travail ont veillé à ce que les voies normales du dialogue puissent être rétablies et la direction régionale du travail d'Île-de-France joue pleinement son rôle d'intermédiation sociale depuis qu'elle a été saisie. Voilà tous les éléments dont je vous pouvais faire part qui montrent l'activité dans tous les domaines de régulation et d'intervention dans le cadre de la loi du gouvernement. Merci. Monsieur Abad, mon cher collègue. Merci, monsieur le secrétaire d'État. J'ai bien noté vos préoccupations en ce qui concerne cette affaire. Ceci étant, vous faites état de la loi Bloch que j'ai citée, mais en l'espèce, elle n'aurait rien réglé du tout. Le problème aurait été exactement le même. Vous dites après que cette loi renforce le pouvoir des rédactions. Non, insuffisamment de toute évidence, et je pense qu'il s'agit là d'une piste, effectivement, qu'il faudra encore creuser. Ceci étant, on n'a pas abordé avec votre réponse l'essentiel, l'enjeu. Il me semble qu'on passe à côté du véritable enjeu de ce problème. 10 grands financiers ou industriels contrôlent la quasi-totalité des médias. On le sait bien, pas par intérêt pour l'information et la diffusion du savoir, mais pour gagner en influence au profit de leur stratégie financière ou industrielle. Nous voilà bien loin des textes de 1881 et de 1945, et il ne s'agit pas de nostalgie, il s'agit des fondements de notre démocratie. Depuis de nombreuses années, notre groupe demande un cadre législatif renouvelé et fondé sur ces principes pour limiter cette concentration. Et pour conclure, c'est un beau clin d'œil de voir aujourd'hui Aude Lancelin se voir décerner le prix Renaudot après avoir été licencié de l'Obs, malgré une motion de confiance, et à l'inverse, Michel Field est lui maintenu à France TV, malgré une motion de défiance. Il s'agit bien de renforcer le pouvoir des rédactions. Merci. Merci. La parole est à notre collègue François Marc pour le groupe socialiste et républicain pour 2 minutes. 2 minutes. Oui, c'est bon. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Elle porte sur la question de la justice fiscale dans notre pays. Monsieur le ministre, dans une étude récente de septembre 2016, l'INSEE indique, je cite, que depuis le début de la crise économique, les inégalités se sont un peu plus réduites en France que dans le reste de l'Union européenne à 27. C'est là une information dont on ne peut que se réjouir. On peut raisonnablement penser que ces résultats ne sont pas dus au hasard. Dès 2012, le gouvernement a décidé d'avoir recours au levier fiscal pour mieux équilibrer la répartition des efforts et ainsi contribuer à réduire les inégalités entre nos concitoyens. Et contrairement à ce qui est dit ici ou là, cela n'a pas abouti à une augmentation du taux des prélèvements obligatoires puisque les taux de prélèvements obligatoires ont été respectivement de moins 0,3 depuis 4 ans, alors qu'ils avaient été de plus 2 durant le quinquennat précédent. En réalité, mes chers collègues, en réalité, la politique fiscale conduite ces dernières années a avant tout permis d'améliorer la progressivité de l'impôt. Les hausses d'impôts du début du quinquennat se sont concentrées sur les 10% des ménages les plus aisés, tandis que les baisses qui ont suivi ont concerné les classes moyennes et les ménages modestes. La politique fiscale mise en œuvre a donc contribué à faire vivre le grand principe républicain selon lequel chacun doit contribuer selon ses moyens. Mais qu'en sera-t-il demain ?
Mes chers collègues, beaucoup de nos concitoyens sont inquiets aujourd'hui en entendant parler d'une suppression de l'ISF par ceux qui voudraient demain accéder au pouvoir. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous indiquer en quoi les dispositions du PLF 2016 viennent renforcer la progressivité et quel serait le manque à gagner et la perte de recettes liée à une suppression de l'ISF en France aujourd'hui? Bravo. 2 minutes, la parole est à Michel Sapin, ministre de l'économie et des finances. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénatrices et sénateurs, regardons avec le respect qu'on leur doit les chiffres tels qu'ils ont été établis, Monsieur le Sénateur, par l'INSEE. Je ne veux pas revenir dessus, mais au cours de ces dernières années, les inégalités se sont légèrement réduites en France entre les Français. Et les mesures que nous avons prises, que s'il s'agisse, chacun peut le vérifier, des prestations sociales qui ont augmenté, je pense par exemple à l'augmentation de 10% du RSA, mais d'autres prestations sociales ont augmenté, ou qu'il s'agisse des impôts, oui, du point de vue de l'impôt sur le revenu, les disparités ont été réduites et ont permis à la majorité des Français de voir leurs impôts baisser, alors que les 10% des Français les plus aisés ont vu leur impôt augmenter. Nous allons d'ailleurs, avec le projet de loi de finances qui va vous être proposé dans quelques semaines après son adoption à l'Assemblée nationale, proposer 2 nouvelles mesures de baisse d'impôts au profit des ménages des catégories moyennes. D'abord, 1 milliard de baisse d'impôts pour 4 millions de contribuables, de foyers, qui vont pouvoir bénéficier de cette baisse. Et aussi, très important, s'agissant des retraités aux revenus modestes, 1 milliard de baisse d'impôts par la prise en charge, en quelque sorte, d'une partie des dépenses de services à domicile. Alors, effectivement, la comparaison, et la période s'y prête bien, et chacun ici aura la capacité de défendre ses positions. La comparaison avec les propositions qui sont faites aujourd'hui par certains candidats de droite est éclairante. Si je faisais le cumul de la suppression de l'ISF, 5 milliards d'euros, de la remise au niveau précédent de la fiscalité sur le capital, dans la décrochant de ce que nous avions fait, même fiscalité sur le capital et sur le travail, 2 milliards d'euros. Si je rajoute la baisse de l'IS pour les plus favorisés, c'est encore des milliards d'euros. 15 milliards d'euros sont prévus au profit de 10% les plus aisés des Français. On voit la différence entre la politique que vous avez menée et celle que d'autres s'apprêtent à vouloir mener. La parole est maintenant à notre collègue Gérard Roche pour 2 minutes pour le groupe Union des démocrates. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adressait à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Elle porte sur les manifestations des policiers. Depuis les incidents de Vitry-Châtillon, le mouvement ne faiblit pas. Le malaise est profond. Un manque de moyens financiers et humains, un ressenti de désamour de la part de certains de nos concitoyens, des décisions judiciaires incomprises, une défiance vis-à-vis de leurs syndicats. La police est à bout de souffle. Les revendications des manifestations sont connues. Plus de moyens, bien sûr, mais aussi des peines plus sévères envers leurs agresseurs et une révision des règles de la légitime défense. Or, ces revendications semblent déjà satisfaites. Vous avez, Monsieur le ministre de l'Intérieur, annoncé une enveloppe de 250 millions d'euros pour un renouvellement de matériel, l'alignement des sanctions pour outrage à l'encontre des forces de l'ordre sur celles des magistrats, et vous vous êtes aussi engagé à réformer les conditions de légitime défense d'ici la fin du mois. Pourtant, malgré ces annonces, les manifestations de policiers se poursuivent. Cette mobilisation ravive le sentiment d'insécurité éprouvé par nos concitoyens. Alors que la menace terroriste est plus que jamais présente, les forces de l'ordre semblent crier leur impuissance. Cette situation nous angoisse tous. L'histoire nous montre bien que lorsqu'un fossé se creuse entre ceux qui nous protègent et ceux qui les dirigent, l'État peut vaciller. Nous connaissons le poids de la responsabilité qui pèse sur les épaules du gouvernement. Mais nous avons besoin de savoir comment vous comptez sortir de cette situation afin de préserver l'ordre républicain auquel nous sommes tous attachés. Pour vous répondre, la parole est à Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Roche. Tout d'abord, je veux excuser Bernard Cazeneuve qui est en déplacement à Marseille pour un moment important, vous l'imaginez. Oui, vous avez raison, Monsieur le sénateur, les policiers ont exprimé leur inquiétude, leurs fortes attentes. Le gouvernement les entend, les comprend
et s'emploie à y répondre. Le président de la République a reçu les organisations syndicales ainsi que le conseil de la Fondation militaire de la gendarmerie et, vous l'avez souligné, Bernard Cazeneuve a annoncé un plan de sécurité publique à hauteur de 250 millions d'euros venant en plus des sommes qui avaient déjà été dégagées. Le premier volet de ce plan, je veux vous le rappeler, répond à l'exigence des volets des forces de l'ordre en engagement concret, rehaussement de leurs équipements personnels, amélioration de leur protection, de leurs habits, de leurs voitures, renouvellement du parc automobile avec 6 380 véhicules neufs livrés en 2017, alors que le deuxième volet de ce plan permet de recentrer les missions des forces de l'ordre sur leur cœur de métier en les débarrassant enfin des tâches administratives, des tâches indues d'une façon plus générale. C'est ainsi qu'il y aura un remplacement de nombreuses gardes statiques par des gardes mobiles assurés par des sociétés de sécurité à hauteur de plus de 4 millions d'euros. Il y aura la poursuite de l'allègement des procédures administratives et des procédures pénales, la suppression des tâches indues comme par exemple les transferts de détenus ou les personnes interpellées et le transport des personnes interpellées aux urgences hospitalières, une meilleure information des policiers sur les suites judiciaires qui sont données à leurs actions. Enfin, le troisième volet du plan vise à répondre à l'exigence de respect auquel ont droit les policiers. Je veux parler ici des conditions d'évolution de la légitime défense qui seront réexaminées. Il faut conclure. Voilà, le régime juridique des outrages à policiers sera rehaussé au niveau d'outrages à magistrats. Bref, un plan global, volontaire et qui est aujourd'hui entendu par les policiers. Merci. Monsieur Roche. Oui, juste pour dire que je viens d'entendre une série de médicaments, mais que je n'ai pas entendu les mesures qu'on allait prendre pour guérir vraiment profondément la maladie qui actuellement touche le monde de la police. Merci. La parole est à notre collègue François Grosdidier, et lui seul pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse aussi au ministre de l'Intérieur qui n'est pas là. J'ai discuté avec les policiers en colère manifestant place d'Armes à Metz comme partout en France. Pas des militants d'extrême droite, comme l'a dit M. Cambadélis, mais des serviteurs de la République, des enfants de la République souvent du même âge que celui des voyous qu'ils affrontent. Ils sont désabusés, ils se sentent abandonnés. Et ce n'est pas une réaction épidermique, c'est l'expression d'un malaise profond. Nous devons y répondre et c'est votre responsabilité première. Alors, depuis une semaine, vous découvrez la vétusté des locaux, vous découvrez l'obsolescence des véhicules, vous découvrez la lourdeur des charges indues, dont acte. Mais le vrai problème, c'est une politique pénale laxiste pour les délinquants et sévère pour les policiers, au point que ceux-ci préfèrent se faire lyncher à coups de barre de fer ou être incendiés dans leur voiture plutôt que d'utiliser leurs armes pour se défendre, autant est grand le risque pour eux de voir basculer leur vie. Le problème, c'est une dispersion de leur emploi en plein état d'urgence. Fan zone pendant l'Euro, manifestation anti-loi travail, il fallait l'éviter. On vous l'avait dit, vous n'avez pas écouté. Alors, ça s'est bien passé, mais à quel prix pour les policiers, gendarmes et militaires? Ils sont des hommes et des femmes méritoires, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Vous tirez sur la corde, elle craque. Comment comptez-vous la renouer? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur Grosdidier, moi je pensais très sincèrement et très honnêtement qu'après les événements que notre pays a connus en 2015 et en 2016, et après le message de soutien, de solidarité, de confiance, d'affection de nos compatriotes à l'égard des forces de l'ordre, la représentation nationale, et en tout cas vous seriez capable de vous comporter à la hauteur de ce que les Français pensent vraiment sur nos forces de l'ordre. Les polémiques sur ces sujets-là, elles sont, et vous le savez parfaitement, totalement inutiles, parce qu'à ce moment-là,
je pourrais vous rappeler que la situation que j'ai trouvée comme ministre de l'Intérieur et les choix que nous avons dû faire et poursuivre tout au long de ce quinquennat, malgré les difficultés budgétaires, en faveur des forces de l'ordre, c'est-à-dire créer 9 000 postes de policiers et de gendarmes, alors que 13 000 avaient été supprimés. Et il est vrai que pour ce qui concerne le fonctionnement comme l'investissement, c'est-à-dire les moyens donnés au quotidien à la police et à la gendarmerie, là aussi les budgets avaient baissé et nous les avons remis à la hausse. Mais, et nous pourrions au moins nous mettre d'accord sur ce constat, ce qui est vrai, c'est que les missions supplémentaires, maintien de l'ordre, c'est toujours une préoccupation pour le ministre de l'Intérieur. Vous parlez du maintien de l'ordre au printemps dernier. Moi, j'ai eu assuré le maintien de l'ordre au moment des manifestations contre le mariage pour tous. Ça a toujours été une mission des forces de l'ordre. Mais à ces missions permanentes, à ces missions qui sont celles de forces de l'ordre, se sont rajoutées d'autres missions. Évidemment, la question du défi posé par les réfugiés, la protection de nos frontières après les attentats que j'ai évoqués, et bien sûr la menace terroriste, malgré et en plus l'engagement de l'opération Sentinelle, c'est-à-dire de nos forces armées. Ce que nous avons engagé en termes de moyens, c'est vrai pour les créations de postes, c'est vrai pour nos services de renseignement, c'est vrai pour le fonctionnement, mais c'est vrai aussi parce qu'ils l'attendent, bien évidemment, pour leur propre protection, mais aussi en termes de revalorisation de leur régime indemnitaire. Et moi, j'ai une seule conviction à vous faire partager, c'est que pour les années qui viennent, il faudra continuer cet effort. C'est vrai pour notre défense nationale, c'est vrai pour la justice que nous avons engagée, c'est vrai pour la police, la gendarmerie et nos services de renseignement, souvent en partenariat, je pense aux locaux, avec les collectivités territoriales. C'est-à-dire que l'effort de sécurité va se poursuivre. Mais il y a un élément fondamental, et j'en termine, c'est que vis-à-vis de nos forces de l'ordre, c'est dans le débat, bien évidemment, et il faut être à l'écoute de ces policiers. Et moi, je veux leur rendre un hommage solennel, car toutes les attaques contre un policier, les insultes, ce qu'ils ont subi à Viry-Châtillon en face de la grande borne de Grigny, les attaques, les tracts honteux à l'égard de la police il y a quelques mois, cela nécessite donc que nous tous, l'exécutif comme le Parlement, soient aux côtés des forces de l'ordre, leur donne les moyens dans la durée et que nous, vis-à-vis d'eux, nous montrions l'exemple, c'est-à-dire le rassemblement et l'unité pour faire face aux grands défis sécuritaires du pays. Merci, Monsieur le Premier ministre. Monsieur Grosdidier. Non, monsieur le Premier ministre, vous avez répondu aux attentes des policiers en partie seulement. Et comment ça pourrait être autrement avec un président qui, dans tous les domaines, fait toujours une chose et son contraire. Le changement de politique pénale vient trop tard, il est insuffisant. Il faut sortir de la légitime défense et adopter la notion de péril imminent. Vous n'avez pas retenu nos propositions au Sénat contre le terrorisme. Vous n'avez même pas retenu notre proposition d'accès des polices municipales aux fichiers minéralogiques pour décharger les charges indues. Vous restez à la moitié. La parole est maintenant à Madame Marie-Françoise Pérol-Dumont pour le groupe socialiste et républicain. Écoutez, c'est moi qui préside. Bon, merci de vos conseils. La parole est à Madame Marie-Françoise Pérol-Dumont pour le groupe socialiste et républicain. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Familles et de l'Enfance. Madame la ministre, la semaine dernière, le gouvernement a fait évacuer le camp de la Lande à Calais. Un démantèlement sans précédent qui s'est effectué dans les meilleures conditions possibles au regard du contexte. Dès lors, cette semaine, avec les ministres de l'Intérieur et de la Justice, vous vous êtes attachés à apporter des solutions à la situation des mineurs isolés qui restaient à Calais, tant ceux-ci ne pouvaient être laissés sur place, livrés à eux-mêmes, sans protection. Leur proposer une situation d'accueil digne, sur le modèle de ce qui s'est fait la semaine dernière pour les autres migrants, honore notre pays.
Ce sont ainsi plus de 1600 mineurs sans famille qui ont été mis à l'abri hier, une opération réussie grâce à l'efficacité des services de l'État et à ses agents. Cette première étape, provisoire, était un devoir humanitaire envers tous ces jeunes que notre pays ne pouvait abandonner sur son propre sol et qui, selon leurs propos mêmes, vont enfin, entre autres, pouvoir dormir dans des conditions décentes. Désormais, il faut leur apporter des réponses pérennes. La première réponse passe par le respect du regroupement familial et l'accueil en Grande-Bretagne pour tous ceux qui ont de la famille. Ma première question porte donc sur l'organisation du départ de ces jeunes qui peuvent légitimement prétendre à un accueil outre-Manche. Ensuite, pour les autres, ceux qui n'ont pas de famille en Europe, quelles solutions, Madame la Ministre, vont être mises en place? La seule réponse ne peut être l'application abrupte du dispositif de droit commun, à savoir l'aide sociale à l'enfance qui relève des départements. En effet, si les conseils départementaux disposent bien des outils, du savoir-faire indispensable pour assumer cette mission, ils ne pourront faire face à cette situation totalement exceptionnelle qu'avec un soutien financier exceptionnel de l'État. Aussi, Madame la Ministre, comment le gouvernement envisage-t-il d'accompagner ces collectivités dans la mise en œuvre de cette mission de protection de l'enfance et de solidarité qui s'inscrit pleinement dans les valeurs que nous portons? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Madame Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l'Enfance et du Droit des Femmes. Vous avez la parole, Madame la Ministre, 2 minutes maximum. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Françoise Perol-Dumont. La protection des mineurs est une exigence à la fois humaine, morale et légale pour nous. C'est ainsi que nous avons effectivement, tout au long de ces derniers temps, accompagné les mineurs de Calais. La première urgence était de les mettre à l'abri, c'est désormais fait. Mais votre question me permet d'être plus précise. Il y a d'abord tous les mineurs qui ont vocation à rejoindre le Royaume-Uni, soit parce qu'ils y ont de la famille, soit parce que c'est leur meilleur intérêt. Cela fait l'objet de négociations étroites avec le gouvernement britannique, d'une attente spécifique et d'une coopération étroite avec nos deux gouvernements. Depuis le 17 octobre, 274 mineurs, dont les attaches familiales outre-Manche ont pu être vérifiées, ont quitté Calais pour rejoindre le Royaume-Uni. Les mineurs présumés qui avaient quant à eux rejoint le centre d'accueil provisoire sont accompagnés depuis hier dans 57 centres d'accueil spécifiques pour les mineurs, intégralement financés par l'État. Leur demande de transfert vers le Royaume-Uni sera examinée dans ces centres désormais. Pour ceux qui ont vocation à rester en France, ils seront progressivement intégrés dans le dispositif de droit commun de répartition des mineurs non accompagnés, tel qu'il a été conforté par la loi du 14 mars 2016. Les modalités de cette prise en charge par l'aide sociale à l'enfance sont en cours de discussion avec l'Association des départements de France et le Premier ministre a reçu hier l'ensemble des associations d'élus pour engager les discussions avec eux et remercier les élus de leur mobilisation. Hier, 1616 mineurs ont pris la route vers ces CAOMI, centres d'accueil et d'orientation pour les mineurs isolés, qui sont accueillis dans des conditions d'encadrement adaptées à leur minorité. Je veux saisir cette occasion pour remercier à la fois les élus locaux, les équipes éducatives, les associations qui apportent l'accompagnement indispensable à ces mineurs, ainsi que les services de l'État. Et puis enfin, je voudrais saluer la bienveillance, l'humanisme, le sens de l'accueil dont font preuve les Français dans les communes qui accueillent des migrants de Calais ou des mineurs non accompagnés. Ce sont eux qui font la France grande, belle et généreuse. Ce ne sont pas ceux qui pétitionnent ou qui se vantent de ne pas accueillir de mineurs dans leur département. Ce sont eux qui sont fidèles à la France et à ses valeurs. Merci. La parole est à notre collègue Anne-Catherine Loisier pour le groupe Union des démocrates et indépendants, Union centriste. 2 minutes maximum. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le Secrétaire d'État à la réforme de l'État et porte sur les surcoûts des grands projets informatiques publics. Elle fait suite au rapport de la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France consacré à la gestion de l'assistance publique hôpitaux de Paris, qui pointe la facture exorbitante du bug informatique survenu en 2011 lors du basculement vers un nouveau logiciel de gestion financière. Un changement de système qui, au final, a entraîné une perte réelle de 80 millions d'euros pour l'établissement. En termes de fiasco informatique administratif, ce n'est malheureusement pas une première. Lors du PLF 2016, le Sénat avait déjà souligné la folle spirale des surcoûts s'agissant du logiciel sirène de l'éducation nationale.
Ces logiciels fous ayant occasionné des désastres s'empilent et les pertes se chiffrent en centaines de millions d'euros. Ils s'appellent Orbis, Louvois, WNP, Chorus, Sirène ou encore Sirius. Certains, je cite le référé de la Cour des comptes publié en juin dernier, restent inaboutis après 10 ans de mise en œuvre. Sur le dossier Sirius, la Cour note un système de gouvernance inadapté à la conduite efficace du projet et des coûts insignifiants pour un retour d'investissement quasi inexistant. Tout cela fait désordre, Monsieur le Ministre, alors que l'État affiche sa volonté de réduire les dépenses publiques et de maîtriser les dérives des grands projets. Comment demain nos administrations vont-elles pouvoir envisager sereinement le passage au prélèvement à la source ? Alors où l'État demande à tous de faire des économies, comment, Monsieur le Ministre, comptez-vous endiguer cette gabegie de fonds publics ? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Jean-Vincent Placé, secrétaire d'État chargé de la réforme de l'État et de la simplification. Vous avez la parole. J'imagine que notamment l'objet de la question était de satisfaire les bancs de l'opposition par ma présence. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Anne-Catherine Loisier, vous avez eu la délicatesse de rappeler que la plupart des fiascos dont vous parlez avaient eu lieu dans la mandature précédente. Ce qui démontre votre délicatesse, mais aussi votre honnêteté, et je le sais que de Saulieu, en Côte d'Or, jusqu'au Palais du Luxembourg, vous avez le souci de la bonne gestion et de l'attention aux finances publiques et de l'intérêt général. Alors, en ce qui concerne Louvois, un premier projet n'ayant pas atteint ses objectifs, le ministère de la Défense a, dès début 2014, revu sa stratégie et lancé un nouveau projet baptisé « Source Solde ». Celui-ci avance bien et a bénéficié en mars 2015 d'un audit favorable à DINSIC. Alors le DINSIC, c'est un acronyme terrible qui veut dire la Direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'État. La date de fin de projet est toujours prévue en 2019 et les potentiels risques qui ont été identifiés sont sous contrôle. Le système Orbis de la PHP a quant à lui fait l'objet d'une demande d'audit de sécurisation adressée toujours à cette même DINSIC en mai 2015. Cette dernière a émis des préconisations en août 2015, notamment sur la réduction des risques de performance du produit afin d'en améliorer la mise en œuvre. De manière plus générale, la volonté du gouvernement, et vous le savez, de moderniser l'action publique en offrant des services numériques plus utiles à l'usager comme France Connect. Ainsi, la DINSIC renforce sa capacité à éviter les dérapages des grands projets informatiques de l'État. Nous avons diverses procédures que je ne pourrais pas d'ailleurs développer, mais je me tiens à vos dispositions ainsi que vos collaborateurs dans les 10 secondes qui me restent imparties pour vous dire que nous sommes très attentifs à cela. Et je vous remercie de cette question qui est importante parce que les fonctions support de l'État que nous réformons jour après jour sous l'autorité du Premier ministre, eh bien nous répondons à votre question, Madame la sénatrice. Merci pour cette question. Madame Loisier pour 16 secondes. Juste, depuis 5 ans, vous avez tout de même disposé de quelques temps pour corriger des erreurs ou faire des rectificatifs. Moi, je dirais simplement, je citerai Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Soyons vigilants à ce qu'elle ne devienne pas ensemble ruine des budgets publics. » Merci. La parole est à notre collègue Pascal Alizard pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole, mon cher collègue. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Depuis la publication d'un livre journalistique d'entretien avec le président de la République, nos compatriotes découvrent jour après jour un peu plus les propos étonnants qu'il y tient. Je pense peser mes mots. Un président ne devrait pas dire ça. Tout est dans le titre et pourtant il l'a fait, et pas par faiblesse passagère. Il s'agit bien d'une démarche volontaire, car on ne se confie pas par erreur pendant plus de 60 entretiens à 2 journalistes dûment sélectionnés. Les Français attendent de leur chef de l'État qu'il incarne véritablement sa fonction, avec un minimum de hauteur et de dignité. Ce n'est hélas pas ce qu'ils constatent aujourd'hui. Au rebours des convictions de M. Hollande, le président de la Ve République est tout sauf un homme normal. Dès lors, il n'a pas été élu pour livrer ses confidences, ses vagues à l'âme, et surtout pas pour évoquer le mode opératoire des services secrets. Tous ces accros dans l'exercice de la fonction présidentielle ne font que saper les institutions et mettre à mal l'autorité de l'État.
Monsieur le Premier ministre, au-delà de nos différences politiques, je sais que vous n'approuvez pas ces dérapages. De nombreux responsables politiques de la majorité comme de l'opposition partagent votre colère et votre honte. Alors ma question est simple, Monsieur le Premier ministre. Le couple exécutif est-il encore capable de diriger la France? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Vous avez la parole, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur Pascal Alizard, on peut passer des semaines entières à commenter des commentaires. Je me suis exprimé sur ce sujet et vous le savez. Les Français attendent beaucoup de hauteur et de la responsabilité dans ces moments particuliers, parce que nous faisons face aux défis du terrorisme, parce que nous avons les grands défis de la planète ou de l'Europe à affronter, et parce que il y a aussi le danger du populisme. Donc ma responsabilité, comme celle de tous ceux qui ont en charge l'avenir du pays, c'est de se consacrer à l'essentiel. Et l'essentiel d'un mot, c'est bien sûr, permettrait de le faire, c'est dans le débat politique indispensable, c'est de défendre ce que nous avons engagé au cours de ce quinquennat, au cours de cette législature, parce que nous sommes fiers, et légitimement je suis fier, et nous sommes fiers d'avoir créé 60 000 postes supplémentaires pour l'éducation nationale, d'avoir revalorisé le salaire des enseignants, parce que nous sommes fiers d'avoir créé le compte pénibilité, d'avoir permis à ceux qui ont commencé à travailler tôt à partir à la retraite à 60 ans, parce que nous sommes fiers d'avoir généralisé le tiers payant et d'avoir créé la prime d'activité, parce que nous sommes fiers d'avoir redressé les comptes publics, d'avoir relancé la compétitivité de nos entreprises pour qu'elles puissent investir et embaucher. Et je veux saluer bien sûr les chiffres du chômage, non seulement publiés la semaine dernière, mais depuis le début de l'année, parce que nous sommes fiers, je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir accordé des moyens supplémentaires à la défense, à la justice et aux forces de l'ordre, et parce que nous sommes fiers d'être intervenus au Mali et au Levant pour combattre le djihadisme. C'est cela, monsieur le sénateur, l'essentiel. Et dans le débat qui s'engage, et moi je le regarde avec beaucoup de respect, il y a aussi ce que l'opposition, ce que la droite républicaine souhaite proposer au pays. Et ce soir, comme dans d'autres moments, et dans les mois qui viennent, là aussi, il faudra débattre de ce que vous proposez, puisque les Français n'y voient pas très clair. Comptez-vous supprimer 200 000, 300 000, 500 000, 700 000, voire 1 million de fonctionnaires? Voulez-vous remettre en cause le statut de la fonction publique? Ou prenons un autre sujet, en matière d'accueil des réfugiés, les Français voudraient savoir si votre position, c'est celle du président par intérim des Républicains qui pétitionne contre l'accueil des réfugiés, ou des maires qui, localement, se comportent dans les valeurs de la France, et comme les Français, Laurence Rossignol le soulignait il y a un instant. Alors oui, nous sommes dans un moment déterminant pour notre pays. Et ma tâche et ma responsabilité comme chef du gouvernement, c'est de gouverner, c'est de tenir la baraque, c'est de faire en sorte que l'état de droit, l'autorité, la République et ses valeurs se mettent en œuvre. C'est ça ma conception. Et d'un dernier mot, monsieur le sénateur, ce qui manque le plus au pays, parce qu'il n'y a pas d'appétence, y compris aujourd'hui vers les propositions de l'opposition, ce qui manque le plus, c'est l'espérance. Et moi, à ma place, je veux tout simplement faire en sorte qu'il y ait davantage de fierté, au-delà, encore une fois, des divergences politiques, qu'il y ait davantage de regard positif sur notre pays, comme on le constate quand on parcourt le monde. Et pour vous dire, le fond de ma conviction, c'est que je crois qu'il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité au conservatisme. Il n'y a pas de fatalité à la montée de l'extrême droite. Et la fatalité triomphe dès que l'on croit en elle, malheureusement, si je reprends cette belle expression de Simone de Beauvoir. Alors il faut lutter de toutes les forces contre la fatalité et rendre fiers de ce que nous sommes, vous me le permettrez, d'être de cette gauche réformiste, d'être républicain et d'être français. Et c'est ça ma seule tâche, celle de servir mon pays. Merci, monsieur le Premier ministre. Monsieur Alizard, pour 30 secondes. Durant ces 5 années, les Français ont vécu une déconstruction assez méthodique de la fonction présidentielle, et désormais ce sont les petites confidences populistes. Tout cela n'est ni à la hauteur de la fonction ni de la situation. Je crois qu'alors que le pays décroche en matière économique,
Il doit affronter aussi les désordres du monde. Le chef de l'État devrait être pleinement mobilisé par cette tâche, plutôt que de perdre son temps à tenir des propos de café du commerce. Lorsque la République est faible, qu'elle n'est plus dirigée, elle encourt les plus grands dangers. Merci. Merci. La parole est à notre collègue Jeannie Lorgeau pour le groupe socialiste et républicain pour 2 minutes maximum. Monsieur le Président, à l'heure où le Louvre-Lens retrace ses inventions surgies il y a 5000 ans en Mésopotamie, berceau de l'histoire, voici que les mâchoires de l'étau se resserrent sur Mossoul, deuxième ville de l'Irak, pour en déloger les djihadistes de Daesh. Là où l'humanité a créé l'écriture sur les tablettes d'argile, la bataille fait rage dans les faubourgs, dans les ruelles du centre historique de Ninive. La France prend sa part dans le combat contre le terrorisme, contre le nihilisme, contre le vertige de la mort. Aux côtés des forces spéciales de l'Irak, des peshmergas kurdes, des pasdaran iraniens et des 35 000 alliés de la coalition. Monsieur le ministre, puisque tout est lié dans le Levant enchaîné et enchevêtré, la résurrection de l'Irak, la revendication indépendantiste kurde, les vigilances combinatoires turques et iraniennes, les déchirements et les persécutions religieuses, le martyre de la Syrie, serons-nous, demain encore, pour la liberté, aux côtés des troupes irakiennes et de la coalition, y compris jusqu'à Raqqa, ultime bastion des ténèbres obscurantistes. Pour vous répondre, la parole est à Matthias Fekl, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme des Français de l'étranger. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jeannie Lorgeau. Vous avez rappelé avec beaucoup de force ce qui se jouait en ce moment même à Mossoul. Je vous demande d'abord de bien vouloir excuser le ministre des Affaires étrangères et du Développement international, retenu par des entretiens avec ses homologues. Vous connaissez sa détermination, la détermination du gouvernement et du président de la République à tout faire pour que notre diplomatie œuvre à ramener la paix et la stabilité dans cette région du monde qui en a tant besoin. La bataille en vue de la reprise de Mossoul a commencé il y a 2 semaines. Et c'est une bataille décisive à plusieurs points. D'abord sur le plan militaire, parce que nous frappons Daesh en son cœur et dans l'un de ses sanctuaires. Sur le plan idéologique et symbolique, parce que nous frappons là où Daesh a, il y a 2 ans, proclamé un califat de la terreur. Et puis c'est une bataille décisive pour l'avenir de l'Irak, car c'est redonner aussi l'espoir aux populations civiles qu'elles puissent regagner leur foyer, y vivre en paix et en sécurité. La France prend toute sa part à cette bataille terrible précisément parce que la résistance s'organise dans la ville même et que Daesh est installé au cœur des populations civiles et y sème la terreur. Notre pays a formé à Erbil et à Bagdad et équipé une partie des forces irakiennes et kurdes qui se battent activement à Mossoul. À la demande du président de la République, nous avons déployé des moyens supplémentaires. Notre groupe aéronaval, intégré depuis fin septembre au sein de la coalition, et une batterie d'artillerie qui appuie l'offensive irakienne au sud de Mossoul. Et pour la campagne contre Daesh, le ministre de la Défense a reçu encore la semaine dernière ses principaux homologues de la coalition. C'est la 4e réunion de ce type depuis le mois de janvier. Nous préparons aussi la suite, car suite il y aura. Il faut d'abord gagner la bataille, mais il faudra ensuite gagner la paix sur le plan de la protection des populations civiles, de la fourniture de l'assistance humanitaire et bien sûr sur une feuille de route pour la gouvernance de la ville. C'est ainsi que demain la paix pourra être gagnée. Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Nicole Duranton pour le groupe Les Républicains et pour 2 minutes. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur concernant le démantèlement de la jungle de Calais. Monsieur le ministre, le démantèlement de la jungle de Calais, annoncé comme une réussite, peut parfois laisser perplexe, notamment dans mon département de l'Eure. Plus de 100 migrants ont été déployés la semaine dernière dans différentes communes, ce qui a provoqué délire et hystérie
à Perrier-la-Campagne, commune rurale de 400 habitants. Le maire a été mis devant le fait accompli en 48 heures par la préfecture, sans aucune concertation, dans une improvisation totale. Le maire aurait apprécié un peu plus de considération tout de même. Pas le temps pour lui de s'organiser et d'informer sa population. Il a été pris à partie et menacé de mort par certains de ses concitoyens. Le lieu d'accueil, sommaire, s'est avéré incompatible à l'hébergement des migrants. Ils ont été déplacés vers d'autres communes qui rencontrent évidemment les mêmes soucis. Certains migrants se sont volatilisés dans la nature, sans qu'aucune action n'ait été engagée pour les rechercher. Monsieur le ministre, avez-vous conscience des conséquences d'une telle improvisation, tant auprès des élus locaux, de la population que des migrants eux-mêmes? Quel sort comptez-vous réserver aux migrants qui, à peine installés, sont déjà repartis? N'y a-t-il pas le risque de voir se constituer de nouvelles jungles, comme par exemple dans le quartier de Stalingrad à Paris? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Madame la sénatrice, je comprends bien sûr toutes les préoccupations et hier en recevant, Laurence Rossignol le rappelait il y a un instant, le président de l'ADF et le vice-président ou président délégué de l'AMF, nous avons fait un point avec les ministres concernés, Bernard Cazeneuve, Jean-Jacques Urvoise, Emmanuel Cos et Laurence Rossignol, car il faut organiser l'accueil des familles, des majeurs comme des mineurs. Enfin, reprenons objectivement les choses. L'Allemagne a accueilli, ça a été son choix, dans des conditions particulières, 1 500 000 migrants. La France, 5e puissance, pays de 66 millions d'habitants, ne serait pas capable de régler le problème insupportable de Calais, insupportable pour les réfugiés eux-mêmes, qui vivent et qui vivaient dans des conditions indignes, ou pour les populations de Calais et de ce département du Pas-de-Calais ou du Nord qui en subissaient les conséquences. Nous ne serions pas capables de répartir sur le territoire 5 000, 6 000, 7 000 personnes dans des conditions dignes de ce nom et à la hauteur des valeurs de la France. Ce campement, cette jungle, comme on l'appelle, nous devions, et ça a été le choix du gouvernement, y mettre fin. Et cette opération a été menée dans des conditions de professionnalisme par les services de l'État, par l'OFII, par l'OFPRA, par la préfecture, avec le soutien la plupart du temps des associations et des ONG, avec, et je l'ai salué hier, l'accueil des maires. Il peut y avoir ici ou là, bien sûr, un problème d'information, mais tout de même, quel visage devrons-nous montrer la France au monde? Oui, notre capacité à assumer notre devoir, celui d'accueillir ceux qui fuient la guerre, la torture, les persécutions. Nous l'avons fait pour Calais. Nous sommes en train de le faire dans des conditions très difficiles et notamment de discussions parfois tendues avec nos amis britanniques qui ont enfin décidé de prendre plusieurs centaines de ces mineurs. Il faudra le suivre. Et la situation de Paris, qui n'est pas liée à celle de Calais, mais une situation migratoire. Regardez ce qui se passe en Italie. 25 000 à 30 000 personnes qui arrivent sur les côtes italiennes toutes les semaines. Regardons la situation de l'autre côté de la Méditerranée. C'est pour ça que j'ai eu l'occasion de le faire au cours de mon parcours en Afrique de l'Ouest. Ça se joue évidemment là-bas. Mais regardons ce qui se passe en Italie, en Grèce. La nécessité d'assurer, bien sûr, la protection de nos frontières extérieures. Mais moi, je m'honore d'être chef d'un gouvernement qui fait en sorte qu'en effet, nous puissions faire vivre ce droit d'asile, car 80% de ceux qui étaient à Calais, venant de Syrie ou de la Corne d'Afrique, auront droit à cet asile. Et c'est l'honneur de la France, en faisant en sorte que les choses se passent le mieux possible, que d'accomplir cette mission. Et enfin, je vous le dis, Madame la sénatrice, en essayant de répondre à votre attente, nous ne permettrons pas, et je ne permettrai pas, que des individus, que des personnes, attisant ainsi des colères, veuillent s'en prendre aux élus, aux structures d'accueil et aux migrants eux-mêmes. Là aussi, puisqu'on demande souvent sur ces bancs l'autorité de l'État, eh bien l'autorité de l'État passe à Calais, passera dans le quartier de Stalingrad à Paris et passera pour faire appliquer non seulement les lois de la République, mais ce droit international qui est le droit d'asile et dont la France s'honore de l'intégrer et de le porter. Pour 24 secondes. J'entends bien votre réponse, Monsieur le Premier ministre. Certes,
Le démantèlement de la jungle de Calais est une nécessité, mais pas à n'importe quel prix. Nous devons absolument respecter les élus locaux. Et il nous faut éviter de déplacer le problème dans d'autres villes et villages, sans avoir réglé le dossier sur le fond, Monsieur le Premier ministre. Et il est d'une nécessité absolue de renégocier les accords caducs du Touquet, ainsi que la Convention Schengen en urgence. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Catherine Procaccia pour le groupe Les Républicains. Pour 2 minutes maximum. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au secrétaire d'État à l'Industrie. Dans la loi relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale présentée par Monsieur Sapin en 2014, des dispositions sur le contrôle des comptes des comités d'entreprise étaient intégrées. Elle reprenait une grande partie des propositions qui avaient été votées par le Sénat en octobre 2013. Ces dispositions s'appliquaient à tous les comités d'entreprise, y compris à celui d'EDF-GDF, ces comités d'entreprise dont le fonctionnement dénoncé depuis des décennies a fini par jeter l'opprobre sur tous les fonctionnements de tous les comités d'entreprise de France. Les décrets prévus par la loi sont sortis 1 an après, mais bizarrement, pas celui qui concernait les industries électriques et gazières. Pourtant, et j'y avais été attentive, car dans la première rédaction de la loi, comme par hasard, EDF-GDF n'était pas inclus, l'article 32 incluait bien un décret spécifique en Conseil d'État. Renseignement pris, j'apprends que cette certification des comptes fait dorénavant partie d'un package de négociations avec les organisations représentatives des 2 entreprises historiques. Ma question est très simple et j'espère une réponse simple. Comptez-vous, oui ou non, sortir en 2016 ou juste avant la fin de votre gouvernement ce décret prévu depuis 2 ans et demi? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État en charge de l'industrie, Christophe Sirugue, 2 minutes maximum. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Catherine Procaccia. Comme vous le soulignez au travers de votre question, la transparence et le contrôle des comptes des activités sociales des industries électriques et gazières est un engagement fort du gouvernement sur lequel vous avez mentionné les références législatives. Toutefois, et je ne crois pas que ce soit une nouveauté, il n'est pas envisageable d'aborder cette question sans que soit traitée simultanément la question du financement des activités sociales. Et s'il y a une particularité concernant les industries électriques et gazières, elle tient au fait que depuis plusieurs années, les enjeux de financement reposent sur l'inadaptation actuelle entre les financements existants et l'ouverture à la concurrence des marchés. C'est cet élément-là qui a nécessité en effet un important travail de négociation avec les partenaires sociaux. Une réunion tripartite s'est déroulée en février de cette année avec les représentants des salariés, les représentants des employeurs et l'État. L'objectif, c'est bien sûr d'essayer de traiter l'intégralité de la problématique, à la fois la problématique financière, la problématique de transparence. La transparence des comptes, c'est un engagement, vous l'avez dit, nous allons le tenir. Le gouvernement entend s'appuyer sur le résultat de ces négociations pour permettre de transformer le cadre réglementaire qui sera ainsi adapté et permettra la transparence des comptes à laquelle nous sommes tous attachés. Madame Procaccia. Le financement de la CCAS et des CMCAS par le 1% doit être revu, j'en suis bien consciente. Mais quand vous dites il n'est pas envisageable, excusez-moi Monsieur le Ministre, mais il n'a jamais été envisagé dans ce texte de loi que la transparence des comptes des comités d'entreprise soit soumise à la révision du financement des comptes. Donc c'est une nouveauté et ce marchandage qui existe remet tout simplement en cause et la volonté du gouvernement qui voulait ce texte et la volonté des parlementaires qui l'ont voté. Merci. La parole est à Philippe Adnot pour le sénateur non inscrit pour 2 minutes 30. Vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, mes chers collègues. Ma question s'adresse à vous, Monsieur Urvoas. Chacun connaît le problème posé par la surpopulation carcérale. 70 000 détenus pour 58 000 places, 1 500 détenus qui ne disposent que d'un matelas posé au sol, un taux d'encellulement individuel de 39% avec, pour certains établissements, des taux d'occupation de 140% et d'encellulement individuel de 20%. Chacun comprend que cette situation est explosive
pour les gardiens, qu'elle facilite tous les trafics et toutes les dérives, et particulièrement l'enrôlement dans la radicalisation et la violence. Face à cette situation, et contrairement à votre prédécessrice, vous avez posé le principe d'un accroissement du nombre de places estimé à 16 000 places. Nous ne pouvons que vous encourager dans votre volonté, mais nous sommes lucides et nous savons qu'il faudra de nombreuses années avant qu'elle ne soit livrée. On peut donc considérer que mécaniquement, la surpopulation carcérale va encore augmenter compte tenu de la situation d'insécurité que connaît notre pays. Et ma question est donc la suivante. Comment comprendre que, en même temps que vous annoncez une création de places qui ne viendra que dans plusieurs années, 5, 6, 7, 8, vous annonciez la fermeture de la centrale de Clairvaux, alors même qu'une partie de ces locaux pourrait utilement être mobilisée comme centre de détention. Clairvaux, jusqu'en 2009, était à la fois maison centrale et centre de détention. Vous avez donc la possibilité, très rapidement et à peu de frais, d'apporter un début de solution au problème de la surpopulation carcérale. Pourquoi donc ne le faites-vous pas? Pour vous répondre, la parole est à monsieur le garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, pour 2 minutes 30 maximum. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, j'aimerais tellement vous donner raison. Malheureusement, et vous le savez bien mieux que moi, la situation de Clairvaux ne permet pas l'évolution que vous l'évoquez. Clairvaux est un établissement qui est ancien, ce n'est pas le plus ancien de nos établissements, c'est un établissement qui est vétuste, ce n'est pas le plus vétuste de l'établissement, mais simplement, et vous savez que si j'ai pris la décision, vous savez parce que nous en sommes parlé déjà 2 fois à la chancellerie, et que je suis allé à Clairvaux à une reprise, j'ai vu les personnels, et que le Premier ministre a d'ailleurs nommé depuis maintenant plus d'1 mois un sous-préfet qui est chargé d'organiser la fermeture du site. Si nous avons pris la décision de fermer Clairvaux, c'est parce qu'il y a une accumulation d'éléments qui rendent la situation aujourd'hui, en termes de sécurité, parfaitement impropre. Et donc c'est la raison pour laquelle le paradoxe, c'est que pour fermer Clairvaux, je suis obligé d'investir 10 millions pour permettre que la structure fonctionne actuellement. Elle est aujourd'hui, vous le savez, très nettement sous-occupée, puisqu'il y a 76% d'occupation des maisons centrales dans leur globalité et près de 90 places dans le centre de Clairvaux. Donc aujourd'hui, pour protéger les personnels qui travaillent à Clairvaux, pour garantir la sécurité, je suis obligé d'investir, mais ce sont des investissements qui sont faibles, 10 millions d'euros, parce que l'intérêt des finances publiques, c'est de fermer, malheureusement, globalement cet établissement. Cela faisait des années que les gardes des Sceaux le disaient. J'ai pris la décision de le faire. Je l'assume hier, je l'assume aujourd'hui, je l'assumerai demain. Monsieur le Président Philippe Adnot. Je m'attendais à votre réponse, Monsieur le Ministre. Elle n'est pas satisfaisante, car elle ne résout en rien la problématique de la surpopulation carcérale. Au contraire, votre explication sur les différentes catégories d'enfermement ne tient pas. Vous n'avez pas repris ce que je vous ai dit. Jusqu'en 2009, pouvaient dans cet établissement cohabiter différents types d'enfermement. Et je pense que la raison de proximité n'est pas valable pour tout ce qui concerne le terrorisme. Elle coûtera cher à l'État, vous venez de le dire, mais beaucoup plus que vous nous le dites, car vous avez volontairement surestimé ce que coûterait une modernisation de l'établissement et sous-estimé que ça vous coûtera la fermeture, car ce bâtiment, quoi que vous en disiez, vous serez obligé de continuer de l'entretenir. C'est un bâtiment classé et vous n'avez absolument pas tenu compte de cette situation. Vous allez aggraver la situation de l'emploi dans une région qui n'en a pas besoin. Vous allez vous faire écrouler le marché de l'immobilier et je pense que vous n'allez donc servir ni les intérêts des surveillants ni les intérêts de la population. Votre projet est mauvais. Il me reste encore quelques secondes. Je vous le dis, Monsieur le Ministre, le prochain gouvernement devra changer votre projet et j'en appelle à tous les candidats à la présidence de la République, qu'ils soient de gauche ou de droite. Merci. Je vous rappelle que les prochaines questions d'actualité auront lieu le mardi 8 novembre à 16h45, retransmission publique Sénat.
Je suspends jusqu'à 16h20. Pour cette séance de questions d'actualité gouvernement que vous avez pu suivre en direct sur l'antenne de Public Sénat. On va tout de suite retrouver Saveria Rojek qui nous attend en direct de la tribune de presse de l'hémicycle pour un point sur cette séance. Saveria, c'est à vous. Absolument Delphine, beaucoup d'agitation, on l'a suivi ensemble pour cette séance de questions d'actualité. Beaucoup d'agitation avec tout d'abord la question de Jean Desessard sur le fichier créé par décret ce week-end, un fichier qualifié de monstre par le sénateur écologiste. Il a rappelé que la présidente de la CNIL demande officiellement l'organisation d'un débat parlementaire. Pour lui répondre, Jean-Marie Le Guen a rappelé que le Conseil d'État avait mis un avis positif et qu'il n'y avait donc pas lieu de s'inquiéter. Et puis beaucoup d'agitation encore dans les rangs de la droite après la question sur la fiscalité du socialiste François Marc, ce qui a permis à Michel Sapin d'affirmer que la majorité des Français ont vu leur impôt baisser sous le quinquennat de François Hollande. Le contraire de ce qui est prévu dans le programme des candidats à la primaire de droite, a affirmé Michel Sapin. Et puis autre question sur la mobilisation des policiers, François Grosdidier qui a interpellé, on l'a vu très vivement, le gouvernement. Le vrai problème, c'est une politique pénale laxiste pour les délinquants et sévère pour les policiers. Vous tirez sur la corde, elle craque. Comment comptez-vous la renouer? Ce à quoi Manuel Valls, le Premier ministre, a répondu très calmement. Les polémiques sur ces sujets-là sont totalement inutiles. Réponse très calme également, toujours du Premier ministre, à la question de Pascal Alizard sur la capacité du couple exécutif à diriger la France. Nous sommes fiers de nos réalisations, a déclamé le Premier ministre. Et puis enfin une question du sénateur communiste Patrick Abad sur la situation à iTélé. Jean-Marie Le Guen, en l'absence de la ministre de la Culture Audrey Azoulay, a surtout rappelé que le gouvernement attendait la décision du CSA, décision qui doit être connue dans l'après-midi, Delphine. Merci beaucoup Saveria pour toutes ces précisions et on va bien sûr revenir sur cette séance avec mes invités sur ce plateau. Yannick Vaugrenard, bonjour, sénateur socialiste de la Loire-Atlantique, merci d'être avec nous. Face à vous Philippe Dallier, bonjour. Sénateur Les Républicains de la Seine-Saint-Denis. Ensemble on va débriefer, comme on dit, cette séance de questions d'actualité. Mais tout d'abord un petit détour par la salle des conférences. Nous attend Mickaël Zamès, vous êtes avec Christophe Béchu qui soutient Alain Juppé pour la primaire de la droite et du centre avant le deuxième débat de ce soir. Oui, parce que l'actualité, évidemment, c'est aussi ce deuxième débat ce soir des primaires. J'allais vous dire, Christophe Béchu, c'est ce soir ou jamais, s'il faut convaincre, c'est ce soir. Après, ce sera trop tard. On voit bien qu'on est maintenant à seulement un peu plus de 15 jours du premier tour et à 3 semaines du deuxième tour. Donc on entre dans une phase où ceux qui vont regarder vont sans doute pas seulement regarder pour se renseigner et pour s'informer, mais aussi pour choisir. Autant le premier débat, c'était sans doute il pouvait y avoir une forme de curiosité de la part de beaucoup d'électeurs, avec près de 6 millions de Français qui ont suivi le débat. Autant ce soir, comme on est dans ce début de cristallisation, il y a vraiment besoin pour chacun des candidats, et pour celui que je soutiens en particulier, Alain Juppé, d'être capable de conforter les électeurs dans leur choix, de les inciter à se déplacer et de bien mesurer les raisons pour lesquelles il faut, dès le premier tour de la primaire, faire le bon choix. Alors vous savez quand même que ce soir, a priori, Nicolas Sarkozy va appuyer là où ça fait mal, à savoir sur le soutien de François Bayrou pour Alain Juppé. Qu'est-ce qu'il doit répondre, Alain Juppé? Il ne m'appartient évidemment pas de répondre à sa place. Néanmoins, je veux dire aussi ce que j'entends et ce que je crois. Cette primaire, elle a toujours été voulue comme étant une primaire ouverte. Pas réservée à des gens qui sont cartés dans des partis politiques. Et a fortiori, pas uniquement réservée à des gens qui sont cartés à l'intérieur du Parti des Républicains. On l'a appelée depuis le début la primaire de la droite et du centre. Ce serait curieux et assez singulier qu'on décide, au moment où on approche du premier tour, de dire qu'en fait les centristes n'ont pas le droit d'y participer. Et même qu'au lieu d'être ouverte, voilà ce qu'ils vont vous dire. Elle est fermée. Oui, moi vous savez, je suis maire de la ville d'Angers depuis 2 ans, comme beaucoup de maires, comme beaucoup de présidents de département, comme beaucoup de présidents de région. Pour gagner, nous avons conduit des listes qui étaient des listes de rassemblement avec l'UDI et avec le MoDem. Et je trouve qu'il y a là aussi une forme d'incongruité à être content de trouver des alliés pour des scrutins qui sont des scrutins locaux et à dénier le droit à des électeurs, pas seulement à des partis politiques, de pouvoir participer à une élection. D'autant que si on pousse les choses de la façon la plus absurde qui soit, si personne n'a le droit de changer d'avis par rapport à la dernière élection présidentielle, on connaît le résultat par avance, ça ne sert même plus à rien de faire des élections dans ce pays. Merci beaucoup Christophe Béchu d'avoir témoigné en direct sur notre antenne. Bon débat pour ce soir, en tout cas je sais que vous allez sur place, vous êtes attendu. Delphine, on va se retrouver aussi nous dans un instant avec d'autres soutiens tout à l'heure.
Merci beaucoup, Mickaël, pour cette réaction. Yannick Vaugrenard, on a entendu tout à l'heure l'interpellation de Manuel Valls avec cette question légitime. Est-ce que le couple exécutif est encore capable de diriger la France? C'est le sénateur Les Républicains, Pascal Alizard, qui l'a posé au Premier ministre. Qu'en dites-vous? La réponse du Premier ministre a été claire et cohérente. Ça a été une réponse d'homme d'État, ce qui n'est pas une surprise. Et donc, elle me satisfait dans la mesure où il a rappelé également tout ce qui avait été fait. La lourdeur de sa tâche et la responsabilité qui était la sienne à l'appliquer, en indiquant qu'au-delà des polémiques et des réactions successives que nous avons pu entendre et remarquer après le livre, remarquer également, que maintenant, il fallait passer à autre chose. Oui. Et s'intéresser à ce livre, Yannick Vaugrenard, puisqu'on sait, selon certaines indiscrétions, que Manuel Valls a exprimé sa colère, il a fait part aussi de la honte des militants socialistes après ce livre, dans lequel se livre le président de la République. Il y a du courroux et parfois de la révolte. Le titre du livre dit tout. Moi, j'ai pris le temps de l'acheter, de le lire du début à la fin. Il est long, il est lourd. Il est aussi intéressant, parce que ça rappelle ce qu'a pu faire le président de la République par rapport notamment à la politique étrangère, et ça n'est pas rien. Mais je vous le disais tout à l'heure, le titre dit tout. Un président de la République ne doit pas dire ça. Comment percevez-vous justement cette turbulence au sein de l'exécutif, Philippe Dallier? À coup sûr, le président de la République n'aurait pas dû dire cela et se confier pendant toutes ces heures à ces deux journalistes. C'était une certitude. Mais à coup sûr également, le Premier ministre n'aurait pas dû faire part de ses états d'âme. Je comprends qu'il ait été perturbé par ce qu'il a découvert dans ce livre, être enregistré et ses propos retranscrits. Pour un Premier ministre, ça choque et je le comprends. Pour autant, lorsque l'on est Premier ministre, on assume avec, j'allais dire, les bons côtés et les moins bons côtés de la fonction. Le président de la République n'a pas été réglo, si vous me permettez l'expression, avec son Premier ministre, mais le Premier ministre n'aurait pas dû, à mon sens, faire part de ses états d'âme. Je pense que tout cela, au bout du compte, les affaiblit tous les deux et affaiblit, au bout du compte, le gouvernement de la France, et ça n'est pas bon. Voilà, donc je pense qu'il est... Est-ce que vous iriez jusqu'à demander la démission du Premier ministre? Non, écoutez, moi je ne joue pas à ces petits jeux-là. Je regrette que le Premier ministre ait exprimé effectivement quelque part un peu sa rancœur. On sent bien qu'il est aigri. Maintenant, effectivement, lui pouvait en tirer une conclusion en se sentant un peu trahi. Il aurait tout à fait pu dire, eh bien, s'il en est ainsi, je démissionne. Mais ce n'est pas un parlementaire de l'opposition comme moi de réclamer sa démission. Écoutez, les hommes politiques sont comme tous les êtres humains. Ils sont faits de chair et de sang. Et donc, ils ont le droit de réagir aussi avec leur sensibilité et avec leurs sentiments. Donc, il n'y a pas à être choqué par cela. L'intérêt aujourd'hui, et qu'est-ce que demandent les Français? C'est de s'intéresser d'abord au problème du chômage, au problème de pouvoir d'achat et aux questions de sécurité. C'est ça qu'ils demandent. Et quand j'entendais tout à l'heure l'interview de Christophe Béchu sur le fait de savoir si François Bayrou, de quelle manière il allait être utilisé par Alain Juppé ou pas, enfin franchement, on s'en contrefout, quoi. Ce que les gens veulent savoir, c'est comment demain, éventuellement... Peut-être pas les gens qui vont voter à la primaire de la droite et du centre, Yannick Vaugrenard. Oui, mais non, je pense que ceux qui vont voter également à la primaire de la droite et du centre sont avant tout préoccupés, non pas des questions politiciennes, qui intéresse le microcosme, mais de savoir comment on peut régler leurs problèmes de pouvoir d'achat ou de chômage pour leurs enfants. Et on voit déjà dans les propositions qui sont faites qu'il y a une grosse différence entre le bilan que nous pourrons opposer au projet qui aujourd'hui nous est proposé. Alors justement, avant de vous donner la parole, Philippe Dallier, on retourne à la salle des conférences où nous attend toujours Mickaël Zamès. Vous êtes avec un soutien de François Fillon, le sénateur Les Républicains du Rhône, François-Noël Buffet. C'est un peu la même question que tout à l'heure au soutien d'Alain Juppé, mais encore plus peut-être ce soir pour François Fillon, c'est ce soir ou jamais. Je crois que ce soir c'est un moment important. Il a très bien réussi le premier débat, on en voit les conséquences dans les sondages. Maintenant il faut vraiment bien réussir aussi, pour ne pas dire très bien réussir ce deuxième débat, pour continuer cette progression et l'amener au deuxième tour de cette primaire. Donc oui, je crois que sans mettre la pression, une pression extraordinaire, il me semble qu'il faut qu'il soit très bon ce soir et qu'il sorte vainqueur de ce débat. Sortir vainqueur, c'est quoi? C'est renverser la table, c'est s'en prendre directement à l'une des personnalités pour bousculer un peu la hiérarchie? Pas du tout. Sortir vainqueur, c'est montrer une fois de plus qu'il est celui qui a le plus travaillé, qui connaît le mieux ses dossiers, qui est le plus précis dans ses propositions, qui est déterminé. Noël Buffet, ça c'est ce qu'il fait depuis le début de sa campagne et c'est pas pour ça que les sondages sont meilleurs ces dernières semaines. Je pense que le grand public ne le connaît pas suffisamment et il doit continuer d'être dans cette ligne. On attend de quelqu'un, du futur président de la République, qu'il soit
évidemment qu'il connaisse ses dossiers, qu'il soit rassurant, qu'il soit sérieux, qu'il soit serein, c'est son cas. Et il faut que les gens le découvrent comme il est. En même temps, il faut peut-être aussi qu'il mette un peu plus peut-être de dynamique ou peut-être, c'est possible. Mais en tous les cas, ce soir, c'est important. Patrick Vaugrenard, qui est sur le plateau, nous disait à l'instant que le débat autour de François Bayrou, finalement, ça intéresse peu les Français. Mais peut-être que sur cette question à droite, elle intéresse quand même. Vous, chez François Fillon, est-ce que ça a un intérêt ou pas, ce débat autour de François Bayrou? Non, la question, elle ne se pose pas. On est sur un programme, on est sur un projet qui doit rassembler le plus largement possible pour gagner cette élection. Donc la question particulière liée à M. Bayrou n'est pas un sujet particulier pour le coup. Donc, Nicolas Sarkozy et les soutiens de Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qu'ils font avec ce sujet autour de François Bayrou sur cette primaire? On comprend bien qu'il y a une volonté tactique pour essayer de décrédibiliser la candidature d'Alain Juppé. Tout le monde l'a compris, c'est fin comme une corde à nœuds, si je puis me permettre l'expression ainsi. Mais François Fillon aussi s'en est mêlé il y a peu de temps au sujet de François Bayrou. Il a demandé d'une façon générale à ce que s'il y avait des accords entre les uns et les autres, quels qu'ils soient, il y ait une clarification, parce que les Français doivent savoir, au moment de la primaire, avec qui des accords ont été passés. Il ne peut pas y avoir d'accords secrets. C'est ça ce qu'il a dit, mais ça s'adresse à tout le monde. Ce soir, c'est aussi l'heure de la clarification? C'est l'heure de la clarification, c'est toujours l'heure de la vérité, et c'est surtout le moment pour gagner cette primaire. Merci beaucoup François-Noël Buffet. Voilà Delphine pour les réactions. Merci beaucoup Mickaël. On continue en plateau avec mes invités. Philippe Dallier, vous aussi, vous soutenez François Fillon. Alors on va parler du fond, puisque parmi les propositions de François Fillon, ce n'est pas le seul dans cette primaire de la droite et du centre, il y a la suppression de l'ISF. Cette question a été posée en séance. Je vous propose d'écouter la réponse de Michel Sapin. La comparaison avec les propositions qui sont faites aujourd'hui par certains candidats de droite est éclairante. Si je faisais le cumul de la suppression de l'ISF, 5 milliards d'euros, de la remise au niveau précédent de la fiscalité sur le capital, dans la décrochant de ce que nous avions fait, même fiscalité sur le capital et sur le travail, 2 milliards d'euros. Si je rajoute la baisse de l'IS pour les plus favorisés, c'est encore des milliards d'euros. 15 milliards d'euros sont prévus au profit de 10% les plus aisés des Français. On voit la différence entre la politique que vous avez menée et celle que d'autres s'apprêtent à vouloir mener. Philippe Dallier, François Fillon assume parfaitement ce tournant très libéral de la suppression de l'ISF dans son programme économique? Parfaitement, mais entendre Michel Sapin venir nous donner la leçon en matière de fiscalité, c'est quand même assez amusant. Quand on se remémore ce qu'a été ce quinquennat, puisque nous sommes à son terme, franchement, ça a été l'assommoir fiscal pour tout le monde, et pas seulement pour les 10% les plus riches, contrairement à ce qu'on a essayé de nous faire croire. Et c'est seulement en fin de parcours, à l'approche de l'élection présidentielle, alors que la situation budgétaire de ce pays est toujours aussi grave, que tout d'un coup on vient effectivement lâcher un peu de lest. Enfin franchement, tout ça est un peu grotesque. Mais pour en revenir à l'ISF, la bonne question, c'est pas de savoir combien ça rapporte. Oui, ça rapporte aujourd'hui 5 milliards d'euros par an. La bonne question, c'est combien ça nous a fait perdre. Parce qu'il y a quelque chose que tout le monde oublie ou fait semblant d'oublier. C'est qu'aujourd'hui, pour les plus riches, puis c'est de cela dont on parle, ils ont tout à fait la possibilité, lorsqu'ils considèrent que trop c'est trop, eh bien de franchir la frontière et d'aller s'installer en Belgique pour la plupart, au Luxembourg ou ailleurs. Et ça, si on ne l'intègre pas, eh bien, on ne regarde que la recette. Alors, on est content, on saute sur sa chaise, mais combien avons-nous perdu de dizaines de milliards d'euros avec les mesures qui ont été prises par ce gouvernement? Est-ce que ça justifie la suppression de l'ISF, justement, ces exilés fiscaux? Ils n'ont jamais été si nombreux, les exilés. Quand j'entends cela, ça justifie la suppression de l'ISF? Quand j'entends cela, on croit rêver ou cauchemarder. J'ai écrit un rapport sur la pauvreté. Comment enrayer le cycle de la pauvreté? Osons la fraternité. Dites à ces 8 millions de personnes qui sont en dessous du seuil de la pauvreté qu'il ne faut pas conserver l'impôt sur la fortune au prétexte que ces gens opulents iraient cacher leur argent en Suisse. Ça n'a aucun sens. Ça n'est pas sérieux, ça n'est pas raisonnable, ça n'est même pas éthique, je dirais. Donc, il y a un choix politique qui est clair à faire. C'est-à-dire et qui a été fait durant le quinquennat de François Hollande, par ailleurs, c'est de savoir si, dans la difficulté que nous rencontrons, d'une part, est-ce qu'on travaille pour faciliter la vie des générations futures? Et l'endettement était abyssal lorsque nous sommes arrivés aux commandes. Et donc, pour ce faire, qui fait le plus d'efforts? Ceux qui font le plus d'efforts, selon moi, c'est ceux qui possèdent le plus. Et aujourd'hui, simplement un chiffre. 10% des Français disposent de 90% du patrimoine de notre pays. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est normal?
quand vous avez aujourd'hui un enfant sur 5 qui est en situation de pauvreté et parfois 1 sur 2 dans les zones urbaines sensibles. Donc ce qu'attendent les Français, je le redis par rapport à votre second reportage, c'est pas de savoir des questions de politique politicienne, si Perrault soutient celui-ci ou celui-là, ils s'en contrefichent. Ce qu'ils veulent savoir, c'est qu'est-ce qui sera fait aujourd'hui et demain pour faciliter leur avenir et l'avenir de leurs enfants. Oui. Enfin, l'impôt sur la fortune a été, j'allais dire, créé en 81, supprimé en 86, rétabli en 88. Donc il existe depuis des années et des années. Les 8 millions de pauvres... C'est pas François Mitterrand qui a créé l'impôt sur la fortune. Les 8 millions de pauvres, vous les avez aujourd'hui. Le plus haut taux de chômage qu'on ait jamais connu, vous l'avez aujourd'hui. Alors s'il y avait une corrélation directe entre effectivement cette histoire d'impôt sur la fortune et la pauvreté dans ce pays, ça se saurait. Ça, ce sont des arguments faciles de la gauche, mais ce ne sont pas des arguments réalistes. Quand vous avez les plus riches, parce que de qui parle-t-on? On ne parle pas des classes moyennes supérieures, un peu plus riches que la moyenne encore. On parle de ceux qui ont les plus gros patrimoines. Ces gens-là sont partis. Et ils sont partis parce qu'à force d'utiliser l'assommoir fiscal, on les fait fuir. Et vous ne pouvez pas les retenir. Et donc, combien cela nous a-t-il coûté? C'est cela la question. Et il y a la question de l'impôt sur l'outil et sur la succession en cas de transmission des entreprises. Et de tout cela, vous ne voulez pas débattre. Vous restez sur des positions qui sont des positions partisanes et qui nous coûtent beaucoup. Vaugrenard, je vous laisse répondre et puis après on parlera peut-être avant la fin de cette émission de Calais aussi. Il est clair que, du reste, c'est la richesse de notre démocratie, qu'il y ait des débats et des oppositions qui ne soient pas factices, qui soient réels, qui reposent sur des choses concrètes, des propositions précises. Manifestement, il y a une différence, une divergence profonde. Oui. Mais on l'assume. Une divergence profonde entre nous sur le fait que nous considérons aujourd'hui que ceux qui payent l'impôt sur le revenu dans les tranches les plus élevées, c'est ceux-là qui doivent faire le plus d'efforts et non pas, comme vous le proposez, que l'ensemble des Français devraient être imposables sur le revenu. Parce qu'il faut savoir que par l'intermédiaire de la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, qui représente l'addition de l'ensemble des autres impôts, l'ensemble des Français, qu'ils soient pauvres ou riches, eh bien, payent l'impôt. Lorsqu'on dit que les Français ne payent pas l'impôt, il faut que tout le monde participe à l'effort collectif. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est un argument de conservateur, de conservatisme. Et donc, il faut que l'effort soit justement réparti en fonction des capacités financières de chacun. On voit bien qu'on ne vous mettra pas d'accord sur ce point. On sait, Philippe Dallier, bien que la Commission des finances a rejeté aussi les crédits ce matin concernant la politique migratoire, l'immigration, au moment où le gouvernement se félicite finalement d'avoir démantelé la jungle de Calais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Et nous avons rejeté ces crédits pour des raisons qui sont claires et évidentes. Les crédits sont absolument insuffisants pour faire face à la problématique. Donc la décision de la Commission des finances, ça n'est pas une appréciation portée sur la politique migratoire mise en œuvre par le gouvernement. C'est simplement de constater que lorsqu'on inscrit des crédits qui sont en dessous de l'exécution des crédits de l'année précédente, c'est une insincérité budgétaire qui est manifeste. Et donc la Commission des finances, lorsque les crédits sont manifestement insincères, ne peut effectivement que proposer de les rejeter. C'est ce que nous avons fait. Une réaction. Moi, je veux souligner que l'évacuation de la jungle de Calais s'est faite dans de bonnes conditions. C'était pas évident, c'est compliqué, difficile, dans des conditions humaines maximales, si tant est qu'il en soit ainsi, compte tenu des circonstances douloureuses que ces hommes, ces femmes et ces enfants traversent, que les mineurs isolés vont être maintenant dirigés dans des centres... Même si on voit bien qu'il y a eu un afflux de certains migrants, oui, notamment à Paris, dans le quartier de Stalingrad. C'est toujours compliqué, c'est difficile. Humainement, c'est souvent douloureux. Mais nous sommes le pays des droits de l'homme. Donc nous devrons prendre nos responsabilités en fonction de cela aussi. Et quand j'entends certains dire sur certaines régions de notre pays, non, surtout pas de migrants, mais enfin, dans quel pays sommes-nous? Que sommes-nous devenus? Et curieusement, ceux qui disent ça, Éric Ciotti, M. Estrosi, parfois Nicolas Sarkozy, sont tous des enfants d'immigrés. Donc c'est bien qu'ils aient été accueillis par notre pays, et je m'en félicite. Et ce dont ils ont pu bénéficier, au moins qu'ils acceptent que les autres, aujourd'hui, en bénéficient dans les circonstances dans lesquelles ils se trouvent. Parce qu'ils fuient le risque de mourir. C'est ça la réalité. Eh bien, merci Yannick Vaugrenard, merci Philippe Dallier d'être venu sur ce plateau. Avant de terminer cette édition, rendez-vous ce soir à 18h pour un numéro exceptionnel de Bibliothèque Médicis. Jean-Pierre Elkabbach réunissait le 23 septembre dernier 3 prix littéraires. Laïla Slimani, prix Goncourt pour Chanson douce, Yvan Jablonka, prix Médicis et Adélaïde de Clermont-Tonnerre, grand prix du roman de l'Académie française pour le dernier des nôtres. C'est donc à ne pas rater ce soir sur notre antenne à partir de 18h. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous.